Je vous présente maintenant notre conférencier de ce soir, Marc Fumaroli. Il est professeur au Collège de France. Ses chaires, c'est rhétorique et société en Europe, 16e, 17e siècle. Marc Fumaroli est un grand universitaire. Il est né en 1932. Il est agrégé de lettres classiques et docteur ès lettres. Une carrière d'universitaire qui est passée par la Sorbonne, le Collège de France, un certain nombre de positions dans des collèges prestigieux anglais ou universités américaines, par exemple Visiting Fellow à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Bien sûr aussi, j'ajouterais académicien. Ces publications sont fort nombreuses, donc je ne vais pas toutes les reprendre, mais j'indique juste quelques-unes, avec une certaine peut-être partialité personnelle. Bon, son œuvre majeure de départ, L'âge de l'éloquence, 1980, qui n'a cessé d'être réédité depuis. Un essai tout à fait remarquable, L'État culturel, essai sur une religion moderne de 1991, qui n'a cessé d'être réédité depuis et qui reste, je pense, en grande partie tout à fait d'actualité. La diplomatie de l'esprit de 1994, l'école du silence de 1994, une histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, 1450-1950. En 2003, Chateaubriand, poésie et terreur. De Rome à Paris, peinture et pouvoir au XVIIe et XVIIIe siècle. 2007, je crois que Marc Fumaroli est en train de travailler à un ouvrage sur l'art, je crois. Et les exercices de lecture de Rabelais à Paul Valéry de 2006. Alors, il va nous parler aujourd'hui de les humanités aujourd'hui, donc en plein dans notre sujet. Je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes ou une heure, enfin ce qu'il voudra, de toute manière. Nous ne formatons pas trop les conférences ici. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez lui poser des questions. Voilà, je vous remercie. Merci à Yves Michaud pour cette présentation. J'avoue que lorsque vous m'avez proposé de traiter ce sujet, il m'est revenu d'abord le poème que tout le monde connaît par cœur, le poème du Cygne de Baudelaire, et une variante assez belle que Aragon en a donnée en 1926. La ville où vous vivez, la voilà qui s'éloigne, toute petite dans le souvenir. Passez-moi les jumelles que je regarde une dernière fois, le linge qui sèche aux fenêtres. Et c'est un peu vrai de Paris aujourd'hui, qui est menacé de tours qui le feront ressembler à Shanghai dans une dizaine d'années. Mais c'est aussi vrai des humanités qui ne sont plus ni dans l'éducation, ni dans ce qu'on appelle la littérature, le gyroscope stabilisateur et le principe de fécondité qu'elles avaient été depuis la Renaissance en France, mais plus généralement en Europe. Toute petite dans le souvenir, pour reprendre le premier vers d'Aragon, les humanités sont un peu le linge qui sèche aux fenêtres à Naples, l'une des rares villes d'Europe où une population de pauvres ne dispose encore ni de machine à laver, ni de machine à sécher, ni même de poubelle. Nous sommes riches, nous avons tout ce confort. En plus, nous avons la télévision à écran plat à la maison, des Blackberries et des Walkman dans nos poches, nos iPods à l'œil et à l'oreille. Nous sommes gavés jusqu'à plus soif d'images fuyantes mais fascinantes, d'informations, de publicités, de divertissements dans notre temps libre et dans notre vie d'affaires. Nous sommes des professionnels très occupés, suroccupés et en principe compétents. Et pourtant, pour nous, les riches, comme pour le prolétariat analphabète de Naples, le vieux mot quasi latin d'humanité au pluriel, en français comme en anglais et comme dans la plupart des langues européennes, a disparu quasiment de notre vocabulaire.
où il est recouvert, pour les plus diplômés d'entre nous, par l'adjectif humain affecté aux sciences humaines. Et la chose, dans l'enseignement, semble-t-il, sinon disparue, du moins, est en très profond recul. Et d'ailleurs, on ne l'appelle plus non plus humanité. Alors il faut croire que quelque chose cloche dans notre système si bien rodé, comme le prouve ces jours-ci la folie, où reconnaissent être tombés les experts, les compétents, les spécialistes des plus puissantes banques du monde, pour que ce vieux mot pluriel refasse surface. Apparaissent de temps en temps, de plus en plus souvent, ici et là, comme un point de côté qui fait souffrir, ou comme une bouée de sauvetage à laquelle on tend les bras dans le naufrage, au fil des discours de nos ministres d'éducation nationale, surtout l'actuel, Xavier Darcos, qui est un agrégé de lettres classiques, et dans le programme de l'Université de tous les savoirs, conçu par le philosophe ici présent, Yves Michaud. Cliquez humanité sur Google, il est vrai que peut-être n'ai-je pas encore toute la compétence nécessaire pour me servir des profondeurs de cet instrument de travail, eh bien vous y trouverez que sous cette expression, vous y trouverez de nombreuses pages, mais très confuses, en désordre, qui n'apportent pas beaucoup de secours, et j'ai constaté que Jeff Koons à Versailles occupait une place beaucoup plus vaste dans cette encyclopédie contemporaine. Mais avant de pousser plus avant, puisque le mot humanité au pluriel a perdu de sa présence, de son évidence, au moins depuis qu'a tonné à Paris le génie de mai 68, interrogeons-nous sur le sens, au moins que nous sachions de quoi on parlait lorsque l'on parlait d'humanité, sur le sens quasi oublié de ce pluriel. Et j'insiste sur le mot pluriel. Pourquoi, comme Paris, fluctuat nec mergitur, ou comme le roseau de La Fontaine, ce mot plie, menace de disparaître, et pourtant ne rompt pas. Humanité, avec une S, ce pluriel est resté en effet en circulation avec une forte valeur fiduciaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans toutes les langues et tous les systèmes d'enseignement de l'Europe, et sa cote n'a baissé vertigineusement que dans les 40 dernières années. Il définit un choix éducatif. Humanité, c'est avant tout un programme d'éducation des enfants et des adolescents. C'est même, selon son acception, dans la très longue durée européenne, et vous allez voir à quel point elle est longue, le contenu par excellence de l'enseignement à donner aux jeunes gens. Pendant des siècles, depuis la Renaissance jusqu'à naguère, en fait, en Europe, on allait à l'école, on allait au lycée, on allait au collège pour y faire ses humanités, comme on disait. Et dans le meilleur des cas, on faisait ensuite sa classe de philosophie, quitte, pour quelques-uns ensuite, d'aller dans les universités se spécialiser. Et on peut remonter beaucoup plus loin. Au Moyen-Âge, en tout cas à partir du XIIe siècle, la faculté des arts des universités était l'endroit où des professeurs qu'on appelait humanistes, enseignaient les humanités, et tandis que à côté, la faculté de théologie enseignait la théologie scolastique. On peut, et on doit d'ailleurs, remonter à l'Antiquité grecque et romaine, à sa paideia, comme c'est le magnifique mot grec, composé autour de païs, l'enfant, le jeune enfant, et reprendre le fil de l'histoire de l'éducation à la Renaissance. Les humanistes s'émancipent à la Renaissance
des docteurs scolastiques. Ils conçoivent souvent en dehors des universités et de leur hiérarchie qu'ils considèrent comme un peu démodée, ils créent leurs propres écoles pour des enfants et des adolescents d'abord en minorité, les enfants des princes, les enfants de l'aristocratie laïque, et ils leur proposent une éducation d'abord aimable, qui ne comporte pas de punition, qui n'est pas exercée de manière sévère comme elle l'était dans les universités du Moyen-Âge, et qui s'inspire très ouvertement de la paideia des Grecs et des Latins. Le fond de cet enseignement, c'est l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du dialogue, de la capacité à dialoguer avec autrui, et cet apprentissage se fait sur des textes qui sont qualifiés de classiques, des textes classiques, c'est-à-dire les meilleurs auteurs dans la langue que l'on est en train d'apprendre et de maîtriser. Alors c'est ce programme, enseigné d'abord en latin, mais aussi très vite, en grande partie, dans la langue nationale, appuyé sur des auteurs latins et grecs, mais aussi de plus en plus souvent sur des auteurs nationaux, eh bien, c'est celui qui est resté, en fin de compte, pour l'essentiel, à travers des changements de régime, à travers des changements de mœurs, celui des lycées classiques en Italie, en Allemagne, dans les private schools anglaises et dans nos lycées français, jusqu'il y a peu de temps, en fin de compte. Il y a peut-être 2 générations à calculer au plus long. Alors, si même le Moyen-Âge, ou plus exactement la fin du Moyen-Âge, tout théologique, n'a pas renoncé dans l'éducation de ces moines et de ces clercs, puisque c'était avant tout les moines et les futurs prêtres qui recevaient une éducation à cette époque, s'il n'a pas renoncé à l'étude des humanités, c'est-à-dire des classiques latins essentiellement, c'est qu'il n'a jamais effacé complètement l'empreinte profonde laissée par le programme d'éducation des libres citoyens de la cité grecque et de l'Empire romain. Il faut donc, pour retrouver l'origine et, je dirais, l'état archétype des humanités et de l'enseignement des humanités, il faut remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ et demander le témoignage, non pas d'une foule d'auteurs, j'aurais jamais le temps de le faire, mais au moins du plus grand de tous, après Platon, qui est Aristote. Dans son traité magnifique, qu'on lit aujourd'hui avec émerveillement, tellement il est simple et fort, l'Éthique à Nicomaque, le philosophe grec, avec sa sobriété habituelle, traite, entre autres choses, d'éducation et du temps de la vie humaine, enfance et adolescence, approprié à l'éducation. Ce temps des études, que Giraudoux a remémoré avec tant d'ironie et d'émotion dans Simon le Pathétique, comme aurait pu le faire un contemporain d'Aristote. Et là, il y a une continuité absolument extraordinaire entre le 5e siècle grec et puis le Paris du début du 20e siècle. Eh bien, ce temps des études, le philosophe grec l'appelle skolé. Skolé, un mot qui, en grec, signifie loisir, dont nous avons fait école, en oubliant un peu quel est le sens profond de skolé, et dont le latin a fait otium, et qui s'oppose en grec à la skolia, donc la skolia avec A privatif, qui signifie la vie active, la vie d'affaires, le temps occupé et suroccupé des adultes. Les latins traduiront skolé, je viens de le dire,
dont nous avons fait école par otium, et ils ont, ce qui signifie loisir, effectivement, et ils ont, par opposition, mais comme les Grecs, utilisé une négation pour manifester ou pour signifier le temps des affaires privées et publiques auxquelles consacrent le meilleur de leur temps les adultes. Enfants et adolescents, exclus par définition du travail, exclus par définition des affaires, qui n'ont pas à gagner leur vie, qui dépendent des adultes en quelque sorte, jouissent d'un temps libre qui durera jusqu'à leur entrée dans la vie adulte. Et il importe que pendant ce temps, ils ne fassent pas école buissonnière ou qu'ils ne se dispersent pas. Il importe qu'ils se préparent à l'école, sous la direction de maîtres, au métier des métiers qui les attendent, vivre dignement et intelligemment leur vie d'homme. Et la paideia, pour Aristote, l'éducation des enfants et des adolescents, ce n'est pas la préparation à un métier, ça n'est pas la préparation à une vie active, c'est au contraire la préparation à ce métier par excellence qui est le métier de bien vivre. Et donc, toute paideia a un objectif philosophique et pas seulement utilitaire, et surtout pas utilitaire, plus exactement. Donc, les Romains ont même, pour mettre l'accent, qui ont repris beaucoup des Grecs, naturellement, surtout à partir de la fin de la République, Cicéron étant un des grands interprètes de la pensée grecque pour eux, eh bien, Cicéron, justement, a inventé une expression pour bien distinguer, en somme, l'apprentissage de l'éducation. Il a appelé ça « cultura animi », la culture de l'âme, qui définit, en quelque sorte, la croissance d'un esprit bien formé, qui tient ses semences, en quelque sorte, des années d'études de son enfance et de son adolescence. Les démocraties libérales modernes ont adopté les vues d'Aristote, tout au moins en apparence, ou en tout cas d'un point de vue légal, parce qu'elles ont élargi à tous leurs citoyens ce que le philosophe grec réservait aux seuls citoyens libres et aux seuls garçons. Dans les démocraties libérales, on a interdit le travail précoce des enfants, on a rendu l'éducation obligatoire pour les filles comme pour les garçons, et même, au moins en France, on a rendu cette éducation gratuite dans les établissements de l'État. Évidemment, ce sont d'immenses progrès par rapport à la situation extrêmement élitiste qui existait dans les cités antiques. Reste à savoir si cette éducation, distribuée également à tous, forme des hommes et des femmes libres, au sens où l'entendait Aristote, des hommes et des femmes en qui sont semées de bonheur les semences de ce que Cicéron appelait la culture de l'âme, ou bien si cette éducation, pour tous les enfants et adolescents, se restreint à les préparer à leur vie de travail, à leur carrière professionnelle et à leur ajustement à la machine économique. Ce qui, en fin de compte, et c'est là une objection un peu effrayante, mais qu'on ne peut pas se priver de faire, reconstituerait par la bande et généraliserait à tous une prolétarisation que la cité grecque réservait résolument aux esclaves, aux métèques et à la plupart des femmes dont elle prenait soin, mais dont elle prenait soin de préserver ces hommes libres. La pensée d'Aristote sur l'éducation des hommes libres a beau être entachée par cet esprit d'inégalité qui n'effrayait pas la philosophie antique, elle n'en reste pas moins vivante pour nous et elle garde même, à certains égards, plus d'actualité que jamais aujourd'hui, dans la mesure où nos sociétés d'égalité civile et politique
se veulent également des sociétés de liberté. En tout cas, elles le disent, elles l'affirment, et dans une grande mesure, heureusement, elles tiennent cette promesse. Mais où il importerait que l'exercice de cette liberté soit préparé par un enseignement et une éducation qui mettent citoyens et citoyennes en mesure d'assumer, d'exercer librement leur choix, le moment venu, tant public que privé. Aristote, qui est en quelque sorte le premier à définir les humanités, a toujours beaucoup à nous apprendre sur la culture de l'âme qui convient à des citoyens libres. Le temps libre de la scolée, dit Aristote, c'est celui où l'enfant et l'adolescent s'instruisent à l'écart du travail social et de son ascolia, de ses négotia, non en vue d'un métier, je le répète, mais en vue du métier des métiers qui est celui d'homme libre, en vue du métier d'homme maître de ses choix et moralement mûr. C'est dans ce temps de latence et de vacances de leur vie que les enfants doivent recevoir, nous dit le philosophe grec, le viatique qui les orientera, le don et le fond qui les nourrira toute leur vie. Ce don, c'est le langage. Ce fond, ce sont les classiques de ce langage. Et le philosophe ajoute que ce viatique, ce don, ce fond que les enfants ont reçu, ou en tout cas devraient recevoir pendant le temps de leur éducation, leur seront particulièrement précieux dans leur grand âge, quand à nouveau ils se retrouveront à l'écart de la vie active, disposant de nouveau de temps libre pour réfléchir et pour faire mûrir à la lumière de leur expérience les semences déposées en eux dans les premières années décisives de leur vie. Et il y a là une courbe, en somme, d'existence que Aristote trace dans l'Éthique à Nicomaque, et où, en fait, deux phases de temps libre se dessinent, celle de l'enfance et de l'adolescence, celle du grand âge, celle de l'enfance et de l'adolescence qui est un temps de culture et donc de moisson et d'épanouissement printanier, si j'ose dire, et puis ce temps d'hiver où la mort approche, mais où justement il faut être pleinement philosophe, c'est-à-dire d'avoir réconcilié avec ce que l'on a appris, l'expérience que l'on a traversée. En quoi consistent donc ces précieuses semences semées dans l'âme des enfants et des adolescents et qui sont appelés à lever pendant toute l'expérience d'une vie adulte et active, puis retirer des affaires. Aristote, dans l'Éthique, en tout cas, ne s'étend pas sur ce contenu, parce qu'il suppose que ses lecteurs savent en quoi consiste l'éducation des jeunes gens, la paideia grecque contemporaine. Mais toute son œuvre philosophique, son traité de poétique et de rhétorique, qui est parsemé de citations et même de commentaires de textes de classiques de la langue grecque, répondent à cette question. L'enfant, l'infance, parce que pour le latin, c'est un mot latin, en fin de compte, ça veut dire l'être humain qui n'a pas encore en possession de la parole, qui est muet, et à qui il faut enseigner le développement de la langue, ce qui va faire de lui un être humain, ce qui va faire de lui un être social, ce qui va faire de lui un être pensant, eh bien, cet enfant ne deviendra homme et ne croîtra en humanité que s'il a appris à maîtriser le logos, la parole, l'essence même de ce qui fait que l'homme est l'homme, raison et parole de la société, naturellement, dans laquelle il est appelé à grandir. Et il ne peut le faire que dans l'étude, dans la méditation, dans l'explication des meilleurs interprètes de cette langue.
pourquoi aller étudier une langue dans ses manifestations les plus moches, si j'ose dire. Il vaut mieux la connaître à travers ses interprètes les plus doués, et peut-être même à travers ses interprètes les plus sages. Il n'en deviendra donc cet enfant vraiment maître et éloquent que par sa familiarisation précoce avec les classiques de sa propre langue. Alors, qu'est-ce qu'un classique pour Aristote? Vous voyez que le mot humanité et le mot classique ont un lien quasiment vital, ils sont inséparables. Eh bien, on en a une idée dans le passage d'un autre philosophe grec, Synésios, qui cite un fragment d'un traité perdu d'Aristote qui s'intitulait « De la philosophie » et où l'on peut lire ceci: « Le proverbe est-il sagesse? Comment ne serait-il pas sagesse? Ce qu'Aristote dit être les reliques d'anciennes philosophies disparues dans les grandes catastrophes de l'humanité et préservées grâce à leur densité, à leur ingéniosité, préservées grâce à leur forme. » Donc, vous voyez que pour Aristote, à travers la notion de proverbe, se dessine la définition du classique. C'est le texte d'une certaine langue dont le contenu sapiential, dont le contenu moral, pour employer un mot qui n'est pas nécessairement limitatif, s'allie avec une forme vigoureuse, dense et mémorisable, qui s'inscrit en quelque sorte, qui se grave très volontiers dans la mémoire. La paideia grecque consiste en effet à faire connaître, comprendre et retenir aux enfants et aux adolescents, libres de naissance, la fine fleur mémorisée et mémorisable sous une forme dense et ingénieuse de ce que des poètes comme Homère ou des sages comme Ésope, le maître des fables, maîtres tous du logos grec, résument de l'expérience de la vie humaine que le peuple grec a accumulé au cours de sa très longue histoire, même à travers toutes sortes de catastrophes, d'exil et de disparition. C'est à travers eux qui ont résisté au temps, si vous voulez, qui ont passé l'épreuve du temps, une fois que l'on a acquis la grammaire, la syntaxe et la métrique de la langue, que les jeunes gens reçoivent ce don, cette espèce de dot même, on pourrait dire, du sens commun, longuement mis à l'épreuve, dont la langue est le véhicule et dont ils pourront eux-mêmes, à leur tour, le moment venu, faire l'épreuve. Outre la brièveté ingénieuse du proverbe, le maître poétique, qui se grave lui aussi dans la mémoire, la fable ou le mythe, qui grâce à la force du récit s'imprime également dans le souvenir et reste vivante pendant tout le long d'une vie, toute forme qui enchante l'imagination avant de révéler leur vérité et leur sens sapiential, construisent en quelque sorte le sens commun sur lequel la cité se fonde et sur lequel elle peut éventuellement s'accorder. C'est ce riche semis qui lèvera à la lumière, chaque fois différente, de l'expérience unique de chaque vie humaine. Les classiques, ce sont ces textes d'or dont le poids d'expérience humaine a été depuis longtemps avéré et vérifié par un plébiscite ininterrompu, les réceptacles du sens commun de l'humanité grecque. Et je crois que cette notion de sens commun est également extrêmement importante, parce qu'on ne peut rien faire sans le sens commun si l'on veut vivre ensemble. Il faut pour vivre ensemble un sens commun. Ça n'est pas le génie, ça n'est pas la singularité absolue, ça n'est pas la sophistication suprême qui nous permettront d'avoir une vie quotidienne digne, c'est de participer à un sens commun qui nous permette de nous accorder avec nos proches ou avec nos éloignés.
Éduqué par l'étude des classiques de la littérature, ce sens commun grec n'a rien du bon sens bourgeois et utilitaire que les romantiques, à juste titre, ont commencé à critiquer à boulet rouge. Paul Valéry parle et pense en grec lorsqu'il écrit en français dans un fragment intitulé justement « Humanité », au pluriel, « Plus d'un professe, en ce qui concerne l'homme, que ce qui est le plus bas est aussi ce qui est le plus vrai. Mais ce jugement, qui a sa valeur, est à ressort, et qui l'inflige, le subit, qui le donne, le reçoit. Nous ne pouvons donner au cœur d'autrui que ce qui se dessine dans le nôtre. Les classiques grecs, comme les latins, et j'ajouterais comme les nôtres français qui se sont accumulés depuis, comme les grands classiques allemands, comme les grands classiques italiens ou anglais, ne cachent rien des pièges que réserve à une vie humaine la bassesse et l'animalité dont les hommes sont capables entre eux, mais le pouvoir qu'Aristote et tous les poètes, avec les philosophes, attribuent à la parole humaine et à ses grands interprètes, le pouvoir d'affranchir de la naïveté ou de l'ignorance les enfants des hommes, atteste qu'elle peut aussi les affranchir. Le latin dit « educere », tire comme un fil que l'on tire de la bobine, educere, sortir, émerger de l'animalité, de la bassesse, de la vulgarité, de l'égoïsme. L'éthique à Nicomaque suppose et propose en effet un idéal d'humanité digne et généreuse, un idéal qui n'a rien d'idéaliste, et il ne cache rien de la difficulté d'être lucide quand on a affaire à des aveugles et d'être fort quand on a affaire à la ruse et à la haine. Cet idéal aristotélicien de la grande âme, maîtresse d'elle-même, résume et coordonne ce qu'enseignent indirectement, au pluriel, les poètes épiques, tragiques et comiques de la Grèce, et cela par la représentation des diverses situations humaines, et en ce qui concerne les poètes, et pour ce qui concerne les prosateurs, dans leurs exemples, dans leurs maximes, dans leur accumulation d'informations sur la nature. Les humanités, au sens grec, l'étude précoce des grands classiques de la langue, pénètre l'esprit des jeunes gens sous des formes accordées à leur imagination et capables de se fixer dans leur mémoire. Ils les pénètrent de prénotions, si j'ose dire, qui les préviennent longtemps à l'avance contre les illusions, tout en fomentant leur admiration pour des héros et pour des sages qui ont diversement donné l'exemple d'humanité mûre. L'éducation grecque demande aux classiques de la langue grecque de donner aux jeunes gens les repères qui feront d'eux des citoyens avertis, mais aussi leur donnant les points de départ d'une vie personnelle, d'un progrès qui leur soit propre dans la compréhension du monde et dans le rôle qu'ils auront à y jouer. Maître d'une liberté qui connaît ses pièges et qui connaît ses limites, Aristote reste convaincant aujourd'hui dans nos sociétés égalitaristes, utilitaristes et individualistes, à cause justement de leurs différences avec la cité grecque. Classique de la philosophie, il nous remet en mémoire les vues simples et fortes qui ont inspiré au XVe siècle les programmes d'éducation de la Renaissance et que nous avons si forte tendance à oublier pour parer au plus pressé. Et ces principes, je les résumerai en deux: primauté dans l'éducation de la formation des esprits et de l'exercice de la liberté, et rôle primordial dans cette éducation de la personne libre, de la maîtrise du langage et de la familiarité avec les classiques poétiques et sapientiaux qui explicitent et véhiculent l'expérience d'humanité que la langue en elle-même, d'abord, dans ses vocables comme dans sa syntaxe, investit et qu'elle rend possible. Ces luxes sont en fait des exigences élémentaires. Si le mot et l'exercice de la liberté comptent encore pour nous, et si l'on reconnaît qu'ils sont plus essentiels
à la croissance et à l'autonomie de la personne que l'apprentissage prématuré à une carrière, à un métier, à une spécialité, à une adaptation au monde ambiant, comme on le répète aujourd'hui un peu stupidement et de tous côtés. À ce titre, nous avons horreur, à juste titre plutôt, nous avons horreur de l'esclavage antique et moderne. Mais le principe moral d'humanité au singulier qui nous fait condamner la servitude doit ou devrait nous mettre en garde contre toute forme d'éducation qui sacrifie la formation d'esprits libres et mûrs à l'entraînement prématuré à un métier, à une spécialité, à un conformisme sociologique, à un politiquement correct, ce qui équivaut à une espèce de prolétarisation hypocrite des esprits et au surgissement de hiérarchies non moins hypocrites, tout à fait comparables à celles qui ont asservi et instrumentalisé dans le passé une partie de l'humanité à une minorité de privilégiés. Je vais maintenant citer un autre philosophe beaucoup plus récent qu'Aristote, mais beaucoup plus oublié que lui, quoiqu'il ait été, entre autres mérites, un excellent disciple du Stagirite. Je veux parler d'Émile Chartier, dit Alain. Il écrivait en 1926, au détour de ses magnifiques leçons sur les beaux-arts, « Le commun langage rassemble énergiquement, sous le nom d'humanité, les œuvres que l'on lit en solitude, mais avec l'approbation et le concert d'une foule choisie. Retenons que l'échange, l'accord et le renforcement des signes comptent parmi les plus vifs plaisirs et sont la condition de la conscience de soi, du développement assuré et humain de soi. » Alain, donc, comme Aristote, s'exprime sous une forme dense qui incite à s'arrêter sur ce qu'il dit et à le creuser. En fait, il dit ici en français la même chose que l'Aristote de l'éthique disait en grec. Sauf que pour le philosophe du Ve siècle, la paideia, les humanités, passent par la transmission et la mémorisation orale, alors que le philosophe français des années 20, héritier de 4 siècles d'imprimerie, l'a fait passer par l'apprentissage de la lecture et de la méditation silencieuse d'œuvres classiques imprimées. Nous avons évoqué l'esclavage, qui semblait naturel à Aristote et qui est horrible pour nous. Nous sommes amenés à évoquer maintenant la lecture silencieuse et solitaire, qui était inconnue d'Aristote et qui est maintenant devenue monnaie courante depuis 5 siècles. Or, malgré ces différences très importantes de mœurs, nous devons constater que le fond de la pensée d'Aristote reste vrai après 2500 ans pour son lointain disciple français. Alain se fait des classiques et des humanités la même idée que le philosophe grec. Il se fait de la langue et des grands interprètes de la langue exactement la même idée que s'en faisait Aristote, et il leur donne la place royale dans l'éducation que Aristote leur donnait. De même que l'idéal aristotélicien d'éducation d'un homme libre n'a pas vieilli, le rôle du langage et des classiques de la langue dans cet idéal d'éducation n'a pas vieilli non plus. La révolution technologique du XVIe siècle a eu lieu, elle a rendu définitive le passage de l'oralité et de son rare support manuscrit à la lecture solitaire et silencieuse du livre imprimé, mais cela n'a rien changé pour autant à la définition des classiques appelés à concourir à l'école au développement humain de soi. Alain, comme Aristote, entend par là les œuvres séminales, diverses entre elles, mais toutes victorieuses du temps, approuvées par ce qu'il appelle une foule choisie d'excellents juges et qui, pour cette raison, figurent dans les programmes d'enseignement et auxquels on revient volontiers au cours de toute une vie et d'une vieillesse où l'on relit. Même si la communauté orale à laquelle pensait Aristote est devenue rare, elle n'a tout de même pas disparu dans les classes où le maître et les élèves forment une communauté orale, comme la cité antique. Mais depuis, même si depuis le XVIe siècle, c'est la lecture silencieuse et solitaire qui l'emporte, celle à laquelle tout l'enseignement vise en quelque sorte.
cette lecture n'est pas si solitaire qu'elle en a l'air lorsqu'il s'agit d'auteurs classiques. Leur lecteur se sait, en effet, et se sent membre d'une communauté qui a approuvé et expérimenté avant lui ces livres, et il est enhardi à confronter, comme ces bons juges l'ont fait avant lui, sa propre expérience de l'humanité et à celle que lui font connaître ses meilleurs représentants, les plus lucides, les plus fiables de l'humain. Alain pense l'éducation de l'homme libre, comme l'avait fait Aristote. Il appuie cette éducation sur les mêmes assises, bien que le canon des classiques se soit modifié, naturellement, entre-temps. Aux classiques grecs et latins se sont ajoutés des classiques français, en particulier Montaigne, dont Alain est nourri. Mais il en est nourri parce qu'il voit bien que dans les essais, on a un parfait exemple de l'emploi du temps recommandé par Aristote à l'homme vieillissant et retiré de la vie active, la relecture des classiques, étudiés autrefois dans l'extrême jeunesse, à la lumière d'une expérience personnelle des choses et des êtres dans une comparaison permanente est extrêmement stimulante. La notion de révolution de l'imprimerie, qui aurait rendu caduque tout ce qui avait précédé l'invention de Gutenberg, a été remise sérieusement en cause par les historiens du livre. Le passage du manuscrit à l'imprimé a élargi considérablement la circulation du livre. Il a actualisé à grande échelle ce que les ateliers de manuscrits avaient recherché et obtenu à faible échelle, mais il n'a en rien remis en question la notion de classique. Il a au contraire achevé la renaissance de la conception grecque de la paideia, inaugurée 2 siècles plus tôt par les humanistes italiens. Il a soutenu et il a répandu l'extension du corpus d'auteurs classiques dont s'était contenté le Moyen-Âge, et il a étendu leur étude et leur lecture à un nombre beaucoup plus vaste de jeunes élèves, non seulement de futurs clercs, mais des laïcs. Le maître d'Aristote, Platon, avait lui-même redouté l'invention de l'écriture comme une probable atrophie de la mémoire et de la tradition. Et en fait, l'objection de Platon a été entendue à son époque. Et on a inventé, à peu près au même moment, et par un phénomène de compensation, si vous voulez, à partir de la menace que Platon avait fait remarquer, on a inventé, à partir du même moment, ce qu'on a appelé l'art de la mémoire, la mnémotechnique, qui permettait à l'élève d'engranger méthodiquement et de se réciter mentalement les textes classiques de la langue grecque et de les avoir constamment à sa disposition intérieure. À son tour, l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle a donné lieu, de façon tout à fait contemporaine, à une extraordinaire floraison de l'art de la mémoire. Plusieurs auteurs, depuis une trentaine d'années, ont réexploré cet univers complètement oublié, et on a été émerveillé par cette contemporanéité, en quelque sorte, entre les deux phénomènes. L'invention du livre, qui semblait effectivement aller dans le sens de Platon et aller vers l'atrophie de la mémoire, puisque le livre contient durablement les textes, bien non, la mnémotechnique, au même moment, prend un nouvel essor, se complique, prend appui même sur la page imprimée pour pouvoir mieux, et sa disposition typographique, pour mieux s'imprimer dans l'imagination, et donc rester vivante. Et on a donc là une preuve que la révolution n'était pas une révolution, qu'elle était simplement une évolution, et qu'au défaut de cette évolution, on a immédiatement trouvé des compensations, des contrepoids. Toute une école d'historiens de la mnémotechnique humaniste a, depuis quelques décennies, redécouvert ce chapitre oublié de l'éducation à l'âge du livre imprimé. Ce fond de textes mémorisés et intériorisés ne constituait pas un poids mort, un lest écrasant pour l'esprit. Il offrait au contraire à l'invention personnelle du philosophe, du poète, voire
de l'honnête homme dans sa conversation ou dans son activité un riche réservoir d'exemples du langage en action à son meilleur et dont elle tirait parti pour s'exprimer à son tour avec vigueur, ingéniosité et à l'intérieur évidemment d'un minimum de bon sens partagé. De même que la lecture solitaire et silencieuse restait un acte communautaire, en coopération avec des prédécesseurs ou des intercesseurs, la parole vive, parlée ou écrite, résultait d'une interaction devenue habituelle dès l'école entre les voies de la mémoire et la réflexion personnelle. L'invention de la gravure sur bois et sur cuivre a été quasi contemporaine de l'invention de l'imprimerie. Elle a permis une large diffusion dans les ateliers d'artistes, mais aussi dans le public. Des images gravées de chefs-d'œuvre de l'art, des peintres, des sculpteurs, des architectes, ou bien des représentations gravées de type documentaire, si vous voulez, de la zoologie, de la botanique et de toutes les sciences, en fin de compte, jusque-là réservées effectivement soit à des voyageurs, soit à des spectateurs très privilégiés ayant accès aux bibliothèques manuscrites. Cette multiplication relative d'images dérivées d'images archétypes n'a nullement remis en question la primauté du langage, ni surclassé la priorité du texte poétique, philosophique, scientifique sur l'image, sur l'icône. Elle a élargi à un plus grand nombre de bénéficiaires les avantages de la miniature qui, insérée à point nommé dans le livre manuscrit, confectionné dans les scriptoria monastiques, éclairait effectivement ou apportait un complément au texte qui figurait dans la page parallèle. La gravure, de même, insérée à point nommé dans le livre imprimé, a contribué à l'interprétation, à la compréhension, mais aussi à la mémorisation du texte. Elle subordonnait, comme la miniature, les pouvoirs de l'image à ceux de la parole dans la cognition, dans la réflexion et aussi dans la rétention. Les travaux des historiens de la culture depuis un demi-siècle ont rendu évident cette extraordinaire résilience du fond de la transmission en dépit de profondes modifications de ses modalités tant techniques que sociales, tel le passage de la lecture silencieuse à l'avènement de l'imprimerie et de l'image gravée. Les historiens du livre, de la gravure, des arts de mémoire ont d'autant mieux compris les continuités secrètes du passé qu'ils étaient évidemment témoins et contemporains d'une rupture infiniment plus radicale que celle dont ils avaient à rendre compte. La vraie révolution, en effet, la vraie rupture, sont intervenues avec l'invention de l'image photographique et surtout de l'image cinématographique, qui, dans le temps relativement court d'un siècle, ont fait pencher la balance de tout leur poids industriel et publicitaire en faveur de l'image en mouvement et au détriment du texte imprimé ou manuscrit et de l'image qui se gravait dans les esprits parce qu'elle était immobile. Le mouvement s'est encore précipité et immensément élargi avec la télévision, qui a parachevé le triomphe et l'emprise de l'image industrielle dans les esprits et d'abord dans les jeunes esprits. La prolifération de ce type d'image, l'accélération de son rythme de passage, son essence fuyante n'ont plus cessé d'imposer de révolution en révolution technologique, d'année en année presque maintenant, entouré chaque fois d'acclamations unanimes, une nouvelle manière de sentir et de percevoir. Les arts de l'image, peinture, sculpture et gravure, en ont été les premiers affectés. Ils ont été tenus, dès le début du XXe siècle, de se défendre en faisant la part du feu. Ils ont renoncé à l'imitation de la nature, qui était entièrement captée par l'image technologique. Et ils ont cherché, dans les effets de choc, une parade qui leur fasse tenir tête à l'efficacité de leurs rivaux industriels. Puis ils ont cédé et ils sont devenus eux-mêmes des chapitres de l'industrie, de la mode,
du divertissement et du luxe. L'avènement de l'Internet, cette télévision interactive, a introduit un rival de la presse à imprimer et du livre tout aussi puissant et conquérant que la photographie, le cinéma et la télévision l'avaient été un demi-siècle plus tôt pour les arts et pour les artisanats traditionnels de l'image. Les méthodes massives de la publicité, greffées sur les nouveaux médias, ont contribué à créer une iconosphère et une technosphère fluviale d'un extraordinaire débit, hanté sur l'immédiat, sur l'éphémère, sur l'effet de choc, avec une accélération tantôt comique, tantôt violente, qui s'empare avec une déconcertante facilité de l'attention flottante de tous les publics. Le plus réceptif est évidemment celui des enfants et des adolescents, cette fois solitaires pour de bon devant leurs écrans. Mais les adultes eux-mêmes sont invités à rester ou à redevenir enfants et adolescents par leur plongée dans cet univers d'images fuyantes et fascinantes où le réel embelli ou noirci ne se distingue plus du virtuel ou du fictif, et surtout où le commun dénominateur est, en définitive, fait disparaître la différence entre le sérieux et l'amusant. En fait, ce qui est le plus dangereux, me semble-t-il, et ce qui est tout à fait nouveau dans ce phénomène médiatique dans lequel nous sommes plongés et que nous finissons par ne plus voir, c'est que, en fait, la limite entre ce qui est sérieux et ce qui est amusant, simplement divertissant, est aussi difficile à saisir que la différence entre le réel, le fictif et le virtuel. Alors, ce n'est pas seulement le livre et la presse imprimée et le degré d'attention qu'ils requièrent qui souffrent de la comparaison et de leur soudain archaïsme triste, c'est la langue elle-même, l'assise de l'humanité qui est atteinte. Et d'abord la langue globale, l'anglais, devenu pidgin d'aéroport, mais aussi les autres, traités par-dessus la jambe et concassés par le bas dans les SMS et par le haut dans la prolifération vertigineuse de vocabulaires spéciaux et techniques dont seuls de petits groupes de spécialistes savent le sens. Bien sûr, comme dirait La Fontaine, tous n'en meurent pas moins, tous n'en meurent point, mais tous en sont frappés. Les premiers, ceux qui n'en meurent point, survivent fort bien à cette désintégration de la langue, de l'attention, de la cognition, parce que formés à une autre école que cette contre-école, ils savent tirer le meilleur parti de la nouvelle encyclopédie que met à leur disposition l'Internet et les nombreuses connexions qui s'y rattachent. Les seconds, plus nombreux, sont frappés et pris sans défense dès leur plus jeune âge. Il y a même des programmes de télévision pour bébés aux États-Unis. Je vous invite à les contempler. Ils sont frappés, pris sans défense dans ce maelstrom d'images et exposés à un vertige prématuré ou bien à une prolétarisation durable par atrophie de la mémoire, de l'imagination et du jugement. Nous sentons tous que des contrepoids sont indispensables, comme l'ont senti les premiers imprimeurs quand ils ont accepté, ou en tout cas ils ont souhaité que l'on invente de nouvelles techniques de mémoire pour compenser la facilité qu'apportait le livre. Ou encore l'histoire du poète Simonide qui invente au Ve siècle l'art de la mémoire pour compenser les effets de l'écriture décrits par Platon. Eh bien, nous le sentons aussi, mais jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé ces contrepoids. Malgré tout, nous ne souhaitons pas, je crois que personne d'entre nous ne souhaite que l'égalité et la liberté politique soient désormais vécues à deux vitesses, par une minorité de privilégiés qui ont toute la gamme, en somme, à leur disposition, et puis une masse plus ou moins conditionnée par l'imaginaire industriel déchaîné par le marché global. La question de l'éducation est redevenue, ou si toutefois elle n'a jamais cessé, elle est vitale pour l'avenir de nos démocraties libérales. Dans cette conjoncture,
D'où peut venir le contrepoids? Peut-il venir d'une éducation à priorité scientifique ou technique? Et effectivement, on peut le penser, le rationalisme scientifique, l'esprit de coopération qu'il exige dans le travail en équipe et qui est extrêmement exigeant, voire contraignant, est effectivement un contrepoids à cette espèce de fête foireuse dans laquelle on essaye de nous faire vivre et qui, naturellement, n'est qu'une version extrêmement diminuée du surréalisme et du dadaïsme. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà trop parlé, mais je voudrais simplement suggérer, et si vous lisez mon texte complet, vous verrez davantage mes arguments, que une éducation prématurément scientifique et technique ne peut pas compenser les effets sur l'imagination, sur la mémoire, sur le jugement de ce bombardement d'images fuyantes par-dessus le marché, d'images aussi fascinantes que fuyantes. Donc il faut passer par d'autres chemins et il faut suivre le conseil que donnait dès le XVIIIe siècle, dans le cadre de la première révolution scientifique, Vico, il faut revenir au classique. Alors, je ne sais pas ce que donnera la réforme de l'enseignement primaire, puis secondaire, qui est en train de mettre au point l'actuel ministre de bonne volonté que nous avons rue de Grenelle. Je ne peux pas en juger parce que je ne suis pas associé à ces travaux, mais il est évident que je ne peux que souhaiter qu'il renforce en quelque sorte l'éducation de la pratique de la parole, de l'écriture, de la lecture, et cela le plus possible à partir de beaux et bons textes éprouvés et même anciens, et non pas simplement à travers des articles de journaux. Mais on pourrait d'ailleurs aussi, j'aurais dû faire un développement là-dessus, démontrer à quel point l'étude de la peinture, de la sculpture, de l'architecture ancienne, c'est-à-dire des arts de l'immobilité, des arts qui travaillent au fond à fixer l'attention, à l'arrêter, serait aujourd'hui à développer. Et il me semble qu'effectivement, l'actuel ministère se préoccupe de répandre l'histoire de l'art, mais encore faudrait-il que cette histoire de l'art se fixe pour but, justement, de faire comprendre à quel point un tableau, même lorsqu'il représente le mouvement, est fait pour que ce mouvement soit immobilisé et que l'on puisse le regarder à distance en éprouvant par rapport à lui un moment d'otium, un moment de scolet, un moment de repos contemplatif et de repos intelligent. Alors, je vois néanmoins, et je ne suis pas complètement accablé par le destin tel que le décrivait Heidegger, aujourd'hui, je vois de plus en plus souvent des jeunes gens et des jeunes filles saisis de cette claustrophobie que j'ai tenté d'évoquer en quelques lignes. Ils ont découvert que la globale machine à broyer en veut à leur liberté, à leur intégrité, à leur croissance intérieure, peut-être même à leur bonheur, en tout cas à leur liberté, c'est certain. Mine de rien, ils tirent mentalement leur révérence et sans chercher à changer le cours du monde, ils se mettent en posture de ne lui céder que l'écorce. Ils se reconnaissent entre eux, ils se donnent des mots de passe et tout en feignant de suivre le courant, ils le remontent. Ce sont ceux et celles que j'appelle les autodidactes des humanités. Ils rattraperont le temps perdu, ils renoueront et ils se sauveront. Leur nature aura raison de la culture et de la contre-culture qui s'emploient à les étourdir. Je crois en eux infiniment plus, je dois l'avouer, qu'aux réformes, même les plus inspirées de l'éducation nationale. Et je crois surtout à cette réaction
vitale, si j'ose dire, et en même temps profondément saine, plutôt qu'à la multiplication massive de cette fameuse offre culturelle qui est plutôt un aveuglement qu'une édification. Je vous remercie. Alors nous passons aux questions. Que je m'y vois, que je m'y retrouve. Ici, voilà. Juste en bas. Voilà. Oui, allez-y. Non, attendez, on vous passe un micro. Hein. Ça vient. Ceux qui ont d'autres questions, ceux qui se signalent un peu à l'avance, s'il vous plaît. Ces autodidactes dont vous avez parlé tout à la fin, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples? Mon Dieu, non, je ne peux pas vous donner d'exemples. Ce sont des exemples inconnus et je ne vois pas pourquoi je les ferais connaître. Oui, parlez plus dans le micro. Hein. Bon, je veux dire, c'est dans une expérience tout à fait personnelle et privée. Je ne peux pas vous faire une statistique, ni je ne peux pas vous faire de portraits suivis de noms précis. Ce sont des expériences que j'ai faites avec des jeunes gens de cette génération, et je crois qu'effectivement, dans cette génération, il y a à la fois une grande fascination pour toutes ces nouveautés qui sont extrêmement séduisantes, qui ont tous les pouvoirs de séduction d'ailleurs, et tout le temps et toute l'autorité pour séduire. Et puis il y a aussi une réaction de méfiance, de retrait, mais plus saine encore, une réaction de contrepoids. Et cette réaction, on peut la décrire, je ne peux pas la personnaliser. Ah, et quelqu'un que je n'ai pas vu, mais voilà. Allez-y. Bonsoir Monsieur Fumaroli, vous avez évoqué plusieurs facteurs concernant la situation d'oppression des humanités aujourd'hui. Vous avez parlé de l'industrie de l'image, vous avez parlé un petit peu de mai 68 au début, mais pensez-vous que ce soit des facteurs qui sont anodins, ou qu'il y aurait une sorte de théorie du complot qui viserait à réduire les humanités, justement à les soumettre à la société de consommation, et un complot qui considérerait pas nécessaire que les personnes qui passent le concours de l'administration lisent La Princesse de Clèves, par exemple? Écoutez, d'abord, je ne crois pas qu'un historien sérieux puisse adopter, en quelques circonstances que ce soit, la théorie du complot. La société contemporaine se donne comme providence la main intelligente du marché. Cette main, elle n'a pas de nom, elle n'a peut-être même pas d'identité, et elle suffit, je crois, à expliquer comment on peut de plus en plus concevoir l'éducation, la vie active, comme la vie contemplative, ou en tout cas la vie de loisir, comme entièrement instrumentalisée, en quelque sorte, pour servir cette formidable machine et sa productivité qui est évidemment indispensable pour la survie d'un nombre d'hommes de plus en plus nombreux. Donc il y a là ce qu'on a appelé un destin, effectivement, à juste titre probablement, mais dont je ne vois pas comment on peut envisager une solution collective. Je ne crois qu'il n'y a que des solutions personnelles et individuelles. C'est à chacun de se définir dans ce contexte et d'inventer sa propre
je ne dis pas fuite, j'encourage personne à fuir, mais au contraire, encourager à trouver une manière de vivre dans cette société tout en sécrétant des contrepoisons, si j'ose dire, de ce qui peuvent nuire, de ces aspects les plus négatifs ou les plus dangereux ou les plus opprimants. Attendez, non, s'il vous plaît. Pardon ? Après, hein, allez-y. Monsieur en haut. Oui, bonsoir monsieur. Vous avez, je crois, enfin, si j'ai bien entendu, vous avez parlé de fête foireuse à laquelle nous sommes soumis. C'est un peu simplifié, oui, évidemment. Oui. En gros, si vous voulez. La fête foireuse, pour employer un terme plus contemporain, le zapping permanent auquel nous sommes soumis également, ne croyez-vous pas que cela peut avoir deux effets ? L'effet de désenchantement dont parlait Huysmans et des Esseintes dans un rebours, devant cette agitation permanente, désenchantement de la part des intellectuels, et également un effet probablement révolutionnaire auprès des jeunes qui sont soumis à cette agitation permanente, mais qui, eux, n'ont pas le recul suffisant pour faire la part des choses et qui n'auront pas qui croient que Internet, que la communication permanente leur apporteront finalement le bien-être qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Donc, n'y a-t-il pas là un effet à deux niveaux ? Un effet pour les intellectuels et pour les gens éduqués, et un effet pour les gens un peu moins éduqués. Mais c'était un peu ce que j'ai essayé de suggérer. En fait, la question que vous me posez, j'y ai répondu en ce sens que c'est une des craintes que j'éprouve. Je ne dis pas que ce soit ce qui se passe. Nous sommes au début d'un processus et il est possible que nous essuyions les plâtres de la façon la plus rude. Mais il est possible aussi que ça se concrétise, que ça s'établisse, que cela se conforte. Et je vois avec inquiétude l'émergence d'énormes pays surindustrialisés, pourvus de tous les moyens technologiques dont nous bénéficions, mais qui sont fondés non pas sur la liberté, mais sur l'obéissance et même sur la terreur. Alors il y a là une alternative à notre formule qui devient une menace à l'horizon dont on doit être conscient. Voilà, monsieur voulait commenter ou ajouter quelque chose, je t'en prie. Oui. En réalité, cette histoire de que chacun doit développer son propre fraude intellectuelle, c'est quelque chose qui m'a produit un réflexe. Je ne crois pas dans cette histoire oscurantiste, monsieur Fumaroli, excusez-moi. Et je ne crois pas non plus que les intellectuels doivent se prêter à la marchandisation et diffusion des connaissances dans un marché contrôlé par une élite que, paraît-il, a projeté réétablir sur la Terre à niveau planétaire une oligarchie, une monarchie à l'échelle planétaire. Donc, pour moi, tout ce qui s'est dit ici jusqu'au présent, surtout au moment que j'ai entendu parler au professeur Yves, a été d'une grande importance. Et je crois que si je dois positiver votre intervention, c'est dans le sens d'appel à la responsabilité et au profondeur de tout ce que c'est la recherche intellectuelle et civile en général. Merci. Bon. Commentaire ? Non, c'était un hommage. Je ne peux que vous remercier. Madame qui est à côté, je vous en prie. Oui, justement, les humanités... Bon, parlez plus près du micro, s'il oui. vous plaît. Voilà. Les humanités, j'en étais pétrie comme la plupart des gens dans cet amphithéâtre, puisque c'était parlez plus dans le micro. Hein. L'enseignement qui était donné de mon temps. Mais je veux savoir ce que M. Fumaroli pense de la contre-culture développée dans les banlieues. Ils ont un langage à eux, ils ont leur propre représentation.
qui sont peut-être récupérés par les médias. J'avoue que mon expérience d'anthropologue et d'ethnologue est très limitée. Je ne peux pas honnêtement, je ne vois pas très bien ce qui fait partie d'une certaine dramaturgie médiatique, effectivement. Je me souviens de ce film de Mathieu Kassovitz, La haine. La haine, qui était effectivement un mélodrame à la Victor Hugo. Et je ne pense pas que ce soit à travers un tel film qu'on peut percevoir la réalité des choses. Mais il y a bien probablement, il y avait bien au temps de Hugo, pour en revenir à lui, un langage qu'il a appris très bien d'ailleurs, qu'il connaissait parfaitement, et dont il s'est beaucoup servi dans Les Misérables, qu'il a fait parler à Gavroche et même à d'autres personnages moins sympathiques. Et je ne vois pas que ça ait posé une difficulté majeure à la langue française. Ce qui est beaucoup plus redoutable pour la langue française, c'est plutôt ce que cette langue globale, très réduite à très peu de mots, avec une syntaxe extrêmement pauvre, avec des moyens expressifs quasiment nuls, un recours très rare à l'image poétique ou à l'image rhétorique, là oui, il y a une menace pour la langue. Mais ces langues populaires, si j'ose dire, spéciales, ces argots, ne me paraissent pas du tout dangereux. On va prendre une dernière question, si elle existe. Eh bien, sinon, nous allons, Marc Fumaroli, nous allons encore vous remercier chaleureusement.